mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'OZAP. On s'autorise à penser. Le 23 juin prochain, l'historien et résistant Marc Bloch rentrera au Panthéon. En novembre 2024, le président Macron a annoncé sa décision en expliquant que Marc Bloch était la volonté française incarnée. Quand Marc Bloch fut témoin du désastre de 1940, disait-il dans son discours, il écrivit pour les générations à venir le récit de cette étrange défaite, celle de notre volonté française, émoussée par le conservatisme, endormie par le conformisme, amollie par la bureaucratie, délaissée par une partie de ses élites. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, pour parler de la panthéonisation de Marc Bloch, pour qu'on se demande ensemble pourquoi panthéoniser Marc Bloch, au-delà du discours présidentiel, Suzette Bloch d'abord. Bonjour. Bonjour Suzette, c'est un grand plaisir que tu sois parmi nous aujourd'hui. Petite fille de Marc Bloch, tu es la deuxième fille du deuxième fils de Marc Bloch, qui a eu 6 enfants, 2 filles, 4 garçons. Tu es la fille de Louis, hein, c'est bien ça. Et tu t'es beaucoup investie avec Mathis Bloch, l'autre représentant des ayants droit, dans les opérations pour cette panthéonisation. Mais bien avant en fait qu'elle soit annoncée, tu t'occupais déjà beaucoup de la mémoire de ton grand-père et de ce qu'elle engage aussi en termes de civisme, éventuellement même en termes de politique. Tu as notamment participé à la rédaction d'une bande dessinée qui va bientôt sortir. Marc Bloch, l'historien et le résistant. C'est ça ? Voilà. L'historien et le combattant. L'historien et le combattant, merci. Alia Aglan, historienne de la Résistance, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Autrice de ce petit livre qui s'appelle « La double mort de Marc Bloch », qui est paru tout récemment aux éditions Flammarion. Vous êtes une historienne de la Résistance, entre autres. Vous avez, par exemple, dirigé un livre sur Jean Cavaillès, ce mathématicien résistant, autre universitaire résistant, donc comme Marc Bloch, assassiné lui aussi pour ses faits de résistance. Et puis, Florian Mazel. Bonjour. Que j'ai aussi grand plaisir à accueillir, successeur à certains égards de Marc Bloch, puisque tu es professeur d'histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne. Même si on pourrait nuancer, puisque des modernistes taquins, des historiens de la modernité taquins pourraient faire remarquer que Marc Bloch avait en réalité une chaire d'histoire économique. C'est cela, tout à fait. Non sans spécialisation de période. Et c'est effectivement, dans son enseignement à la Sorbonne, en plus, il a enseigné largement autant l'histoire moderne que l'histoire médiévale. Et c'était l'un des grands chevaux de bataille de Marc Bloch, repris ensuite par certains historiens médiévistes, la dépériodisation. Tout à fait. Ne pas étudier seulement le Moyen-Âge, mais aussi toute une série de structures qui se prolongent, et ne pas étudier seulement la France, on va y revenir, même s'il y a il y a un pli très patriote qui correspond aussi à Marc Bloch. Dans les termes du président Macron pour la panthéonisation, il y a aussi une volonté d'Europe très nette chez Marc Bloch. Florian, tu as dirigé cette somme, près d'une trentaine d'auteurs, je crois, consacrés à tous les aspects de l'œuvre, mais aussi de la vie de Marc Bloch, qui est paru récemment, co-dirigé avec Yann Potin, donc, aux éditions du Seuil. Ça faisait assez longtemps qu'il était question de faire rentrer Marc Bloch au Panthéon. En 2006, un groupe d'historiens français prestigieux avait écrit une supplique au président de la République pour demander son entrée au Panthéon. En réalité, on le découvre notamment lorsqu'on lit l'article de Yann Potin dans ce livre-là, la figure de Marc Bloch est restée occultée dans une très large mesure jusqu'aux années 90. C'est seulement à partir de ces années 90 qu'il est revenu sur le devant de la scène, et pas tant comme historien du Moyen-Âge, alors que l'essentiel de son œuvre, c'est l'histoire du Moyen-Âge, que comme historien témoin de la défaite de 40 et auteur de L'étrange défaite, rédigé dans la foulée à l'été 40. Et d'un autre côté, l'historien qui écrit une apologie pour l'histoire, très prisée encore aujourd'hui par les historiens, par les enseignants, un ouvrage auquel une bonne partie de la profession s'identifie. Yann Potin a montré dans son article pour le livre publié au Seuil, pour le livre collectif publié au Seuil, que plus de 90% des ventes des livres de Marc Bloch sont représentés par ces 2 ouvrages, L'apologie pour l'histoire et L'étrange défaite. Un moment symptomatique du retour de Marc Bloch à l'avant-scène, non pas tant comme médiéviste donc que comme
penseur de la politique du temps présent, c'est l'année 1996. Si vous faites une petite recherche sur YouTube, vous tomberez facilement sur la première vidéo d'Édouard Philippe, promu à l'École nationale d'administration, qui explique très fièrement, au début de l'année 1996, que sa promotion de l'ENA a choisi Marc Bloch pour nom, Marc Bloch pour figure emblématique. Alors, on peut se demander, bien sûr, pourquoi c'est Emmanuel Macron et pas l'un de ses prédécesseurs, et pourquoi c'est maintenant que Marc Bloch a été envoyé au Panthéon. Il faut faire très attention, évidemment, aux éventuels détournements, aux éventuelles manipulations. Peu importe, ceci dit, quelles que soient les arrière-pensées, cette panthéonisation de Marc Bloch, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, eh bien, il faut l'investir lorsque l'on est historien ou lorsqu'on est sensible au message politique de Marc Bloch. Alia Aglan, dans ce livre, vous soulignez, c'est votre fil directeur, que Marc Bloch est loin, certes, d'être le premier résistant qui rentre au Panthéon, mais en revanche, c'est le premier résistant à rentrer au Panthéon, à avoir aussi été persécuté pour sa judéité. Vous parlez d'une double mort de Marc Bloch, parce qu'avant qu'il soit assassiné par la Gestapo, comme résistant donc, après avoir été fait prisonnier à Lyon, il y a eu une première petite mort civique, en quelque sorte, qu'il a subie en tant que juif, en tant qu'israélite, comme on disait à l'époque, avec ce statut des Juifs d'octobre 40 et avec la politique antisémite endossée avec beaucoup d'enthousiasme, en réalité, contrairement à ce qu'on a pu soutenir récemment, par le régime de Vichy. Oui, moi, c'était le paradoxe qui m'a frappé assez immédiatement. C'est qu'évidemment, avec le président Macron, on a une séquence mémorielle de panthéonisation de la résistance qui doit représenter quelque chose. Joséphine Baker, on voit ce qu'elle représente. Manouchian, il y avait d'ailleurs eu une petite polémique pour dire mais pourquoi il entre seul, pourquoi il n'entre pas avec ses compagnons. Évidemment, ses compagnons étaient dans son sillage. Là, pour Marc Bloch, je me suis dit, bon, il y a une double réparation. C'est-à-dire que la patrie reconnaissante, bien sûr, pour à la fois son œuvre d'historien, sa place d'intellectuel, mais surtout par sa résistance. Mais c'est quelqu'un qui est, d'une certaine manière, réintégré après avoir été chassé de la communauté nationale telle qu'elle se construit sous Vichy. Parce que sous Vichy, on va expulser de la communauté et dès l'été 40, ce qu'on appelle la juilletisation, on fait le tri parmi les fonctionnaires nés de pères étrangers, on va instituer une commission de dénaturalisation de ceux qui auraient acquis la nationalité française à partir de 1927, date à laquelle on avait un peu simplifié les procédures pour devenir français. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas penser la résistance de Marc Bloch sans penser à cette mort civique qui est à la fois le fruit de la politique antisémite nazie, bien sûr, mais aussi le fruit du zèle de l'État français, dont finalement la première préoccupation, c'est de trier les citoyens, alors au nom de l'anti-France, c'est-à-dire tous ceux qui sont juifs, métèques, protestants, francs-maçons, etc. Ça, c'est des catégories de Charles Maurras. Les catégories de l'anti-France, donc, sont à l'ordre du jour. Et c'est ça qu'on expulse de la communauté qui doit, avec ce programme qui est censé, enfin, qui est très passéiste, mais qui est censé rénover la société et les mœurs politiques françaises, de révolution nationale. Donc, en réalité, il a, pour moi, une sorte de résistance au carré, déjà, Marc Bloch, parce qu'il doit affronter cette espèce d'ostracisme qui est programmé et qui est programmé par des lois françaises et évidemment des ordonnances allemandes, sachant qu'il y a une sorte de rivalité entre les deux instances, mais qui aboutit en fait à une aggravation du sort des personnes désignées comme juives. Donc là, je ne vais pas développer pour pas... Mais vous montrez, voilà. À travers le cas de Marc Bloch, c'est absolument glaçant, je dois dire même que c'est assez pénible à lire en fait. Quand on pénible voit... à vivre, je pense, encore plus. Oui, évidemment, mais justement, on se rend compte en vous lisant ce que c'est que de vivre ça. Parce qu'on apprend à l'école, ou quand on s'intéresse à la question, la succession des mesures antisémites, mais on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire au quotidien, que cette mise en ghetto graduelle, comme vous le disiez en décrivant ce qui arrive à Marc Bloch. Il y a plus de 1000 lois et décrets français, qui s'appliquent aussi d'ailleurs aux populations des colonies,
Donc même en Indochine, voilà, si vous aviez le malheur d'être juif, vous perdiez la possibilité d'être propriétaire de votre entreprise, par exemple, au fin fond de l'Indochine où les Japonais campent plus ou moins. Donc oui, cette persécution administrative française, elle a une particularité si on compare à ce qui se passe dans l'Allemagne nazie, où dès que les nazis arrivent au pouvoir, c'est bruyamment des campagnes de boycott, on moleste les juifs dans la rue, on met le feu aux synagogues. Et puis ensuite, il y a un train de loi qui va légaliser, si j'ose dire, des comportements qui étaient tellement exagérés que même les nazis disent aux Gauleiters, bon, calmez-vous, on va rendre tout ça légal, on le fait rentrer dans la légalité. En France, c'est l'inverse, et donc c'est un processus qui peut paraître froid, une persécution administrative. On ne voit pas tout de suite quelles sont les répercussions qu'elles ont sur la vie des familles. Et c'est ça que je voulais rappeler, parce que sinon, on ne comprend pas sa résistance si on ne comprend pas la logique globale de la persécution, de l'exclusion, de la mise au banc et la souffrance qui l'accompagne, parce que dans sa correspondance, on voit bien, par exemple, tout ce qu'il écrit sur sa bibliothèque, on voit bien qu'il en est très préoccupé, préoccupé par le sort de sa famille. Et donc voilà l'impact direct de mesures qui pourraient être des mesures froides d'administration, les comptes bloqués, interdiction des propriétaires. Si on prend les choses dans l'ordre, il commence par perdre sa chaire en Sorbonne, avec le statut des Juifs à l'automne 40. Ce qui est déjà évidemment pour lui un énorme choc. Mais il le vit comme une injustice Oui. d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que normalement la loi sanctionne un délit. Mais et qu'est-ce qu'il a fait comme délit ? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme délit ? Là, tout à coup, il y a une différenciation de statut. Voilà, il n'y a aucun délit. Sans qu'on ait fait quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Mais très vite, effectivement, on passe aussi aux spoliations. Il y a ses comptes en banque qui sont bloqués, donc il a plus de ressources. En tout cas, il a des difficultés, Juifs, oui. comme tous les Juifs, bien sûr. Vous dites d'ailleurs, Marc Bloch est issu d'un milieu aisé. Et donc, ça lui permet finalement de subir tout ça sans trop de dommages, en tout cas avec moins de dommages que des Juifs qui sont pauvres, dont vous dites qu'ils sont obligés de se réfugier à la campagne, parce qu'ils n'ont plus aucun moyen de subsistance. En fait, tout leur est interdit, la plupart des revenus ne sont plus possibles, on saisit leurs biens, et donc en fait c'est une vie invivable. Mais il y a même une ordonnance de Bousquet qui incrimine les Juifs en leur disant ils sont allés à la campagne pour faire du marché noir. Alors qu'en fait, ils sont réfugiés pour pouvoir survivre, parce que là, ils peuvent se procurer des denrées qu'on ne trouve pas. En fait, dans les grandes villes, il y a des heures réservées pour faire ses courses quand on est juif. Donc, c'est de 15 à 16 heures, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien dans les magasins, vu que les gens font la queue à partir de 5 heures du matin. Et alors, les sentiments de Marc Bloch à cet égard, sur ce point précis, à savoir, il devient tout à coup un sous-citoyen parce qu'il est juif. On en a d'assez nombreuses traces que vous relevez, notamment dans sa correspondance, mais aussi dans des documents qui sont liés à la question de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui est une organisation promue par Vichy, qui est censée réunir tous les Juifs de France, et à laquelle Marc Bloch, non seulement a refusé d'adhérer, mais à laquelle il s'est opposé, avec des arguments très révélateurs sur son point de vue, sur son rapport à la France, à la nationalité française, et aussi à la judéité, au fond. Oui, alors l'Union Générale des Israélites de France, c'est quelque chose qui est institué à la demande des Allemands à la fin de l'année, en novembre 1941, pour pouvoir servir de communauté, parce qu'en fait, il n'y avait pas de communauté juive, mais là, c'est une communauté un peu forcée, comme les conseils juifs, et qui doit être l'interlocuteur, parce qu'on prépare la spoliation générale. Et d'ailleurs, un mois plus tard, les Allemands vont imposer une amende de 1 milliard de francs aux Juifs de la Seine sous prétexte d'attentat. Donc, il faut des gens qui soient répondants, et donc, on décide que toutes les associations juives sont fondues dans cette UGIF, qui est censée d'ailleurs venir en aide aux indigents, puisqu'on prépare leur indigence. Et c'est l'UGIF qui va être autorisée à emprunter auprès d'un consortium de banques françaises pour payer l'amende du milliard. Vous voyez un peu, parce que la grande loi d'arianisation, c'est juillet 41. L'UGIF, c'est novembre 41. L'amende du milliard, c'est décembre 41. Et à partir de 42, par tranche, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'argent qui a été spolié aux Juifs, parce qu'ils s'imaginent qu'ils vont ramasser des milliards, mais en fait, il n'y a pas assez. Et donc, par tranche de 250 millions, 4 tranches
l'UGIF va être chargé de payer cette amende du milliard. Donc en fait, c'est une communauté financière un peu fictive, mais qui doit permettre de rendre solidaires tous les juifs, tous ceux que la loi a désignés comme juifs. Et alors Marc Bloch rédige une lettre de refus, qui fait signer d'ailleurs par des collègues, qui n'appellent pas ses co-religionnaires, mais ses co-statufiés, puisqu'il refuse justement cette catégorisation par la supposée religion, par l'ascendance culturelle. Et on voit bien dans la manière dont il prend les choses, à quel point il est lucide, et quel est son rapport à la nationalité. Puisque le principe de l'UGIF, c'est de réunir dans un même groupe les juifs qui soient français ou réfugiés, et n'ayant a priori rien à voir avec la France. Ou apatrides. Pour en faire un seul corps. Et Bloch voit très bien dans la lettre qu'il envoie à ses collègues pour les faire signer, notamment à Lucien Lévy-Bruhl, il y a beaucoup d'autres sommités d'ailleurs de l'université, il dit « Nous n'avons... Notre seul peuple, c'est le peuple français, et aucun critère ne peut faire de nous un sous-groupe particulier au sein de la communauté nationale. » Par ailleurs, dit-il, bien sûr que nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis des réfugiés, mais pas en tant que juifs. Pas plus parce que nous sommes juifs que si nous ne l'étions pas, et pas plus parce qu'ils sont juifs que s'ils ne l'étaient pas. Il a compris que c'était un instrument de discrimination et de persécution. Il le comprend avant même, parce qu'en fait, le juif est censé venir en aide, le message de l'UGIF n'est pas immédiatement menaçant, mais il a très bien compris que c'est une forme de stasis, c'est-à-dire c'est une scission dans le corps des citoyens. Et en fait, l'une des grandes lignes de cette politique de Vichy, c'est de prétendre combattre la guerre civile, mais en fait, c'est Vichy qui mène la guerre civile. Et elle commence à l'été 40, quand on commence à faire le tri entre les citoyens. À cet égard, son rapport à la judéité est engagé dans cette histoire. Et finalement... Il dit « je suis français ». Voilà. Il est contraint à l'expliciter. Et il va le faire encore dans un texte très impressionnant, fameux texte, son testament spirituel de mars 1941, à un moment où probablement il est en train de s'engager dans la résistance. On ne sait pas exactement quand il s'engage dans la résistance, et pour cause, puisque ce sont évidemment des développements qui sont secrets, mais vous parlez d'une forme d'imprégnation résistante de l'historien peu à peu, au fil qu'on avance. C'est-à-dire que moi, je lis dans ses lettres un certain nombre d'éléments qui me font penser qu'il est en contact avec les groupes de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire l'université de Strasbourg a été repliée à Clermont-Ferrand. Il donne des nouvelles de Cavaillès, et puis il a le langage des clandestins qu'on peut reconnaître. Oui. Oui. Il y a des noms de code, notamment malade, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est malade, c'est qu'il a été arrêté. C'est quelqu'un qui est arrêté, oui. Ouais. Et donc je disais, dans ce testament spirituel de 1941, auquel tu fais souvent référence, Suzette, qui est absolument magnifique, Bloch revient sur cette question en disant à la fois « je ne veux pas le Kaddish de mes ancêtres, car je ne suis plus croyant, je ne suis plus dans cette tradition, mais étant donné les persécutions du moment, je tiens à réaffirmer que je suis juif, car je ne voudrais pas que l'absence de ce Kaddish soit vue comme un lâche reniement. » Et puis, il se dit étranger à toute solidarité raciale ou nationale. Évidemment, en refusant de se retrouver là où on veut l'enfermer. Oui, je vais vous en lire quelques extraits tout à l'heure. Je crois que l'important aussi pour comprendre un peu mon grand-père dans cette période, c'est aussi qu'il avait l'intelligence de ce qu'il était l'historien, donc la lucidité et la compréhension bien en avant de ce qui était en train de se passer. Et par exemple, dans la famille, il y avait une blague pas forcément de très bon goût, mais enfin, en disant ah oui, ce cousin, lui, il s'est fait rafler parce qu'il n'a pas compris la situation. Il n'a pas compris ce qui se passait. Donc, il y a ces éléments. C'est-à-dire qu'il y a ce personnage est multifacette. Il y a évidemment sa judéité. Et le fait que sa judéité, sa conception de la religion, il le rejetait comme catégorie première. C'était pour lui une catégorie comme une autre. Et donc, c'est pour ça qu'il a cette position de dire « je suis français avant tout ». Bon. Et jamais se définir d'abord que par sa religion, mais par sa citoyenneté. Et c'est ce dont nous avons hérité nous-mêmes.
Et puis, il y a l'autre chose, c'est que il était combattant des deux guerres. Il avait fait la guerre de 14, il avait fait la drôle de guerre dont tu as parlé tout à l'heure. À 50 ans et plus, qui se réengage au moment de la campagne en 39-40. Voilà. Durant la Première Guerre mondiale, il a fait montre d'un courage physique assez exceptionnel pour un intellectuel, où il a engagé son corps un peu par devoir d'exemplarité aussi, comme intellectuel bourgeois. Mais enfin, c'est quand même frappant. Et il y a tous ces éléments qui, combinés, font qu'il n'est pas tombé dans le piège, j'allais dire, tendu, notamment que représentait la création de l'UGIF. Alors, je vais juste vous lire là le petit extrait du testament. Donc, ce testament spirituel date du 18 mars 1941. Je n'ai point demandé que, sur ma tombe, fussent récitées les prières hébraïques, dont les cadences, pourtant, accompagnèrent vers leur dernier repos tant de mes ancêtres et mon père lui-même. Je me suis, toute ma vie durant, efforcée de mon mieux vers une sincérité totale de l'expression et de l'esprit. Je tiens la complaisance envers le mensonge de quelque prétexte qu'elle puisse se parer pour la pire lèpre de l'âme. Comme un beaucoup plus grand que moi, là c'est fait allusion à Renan, je souhaiterais volontiers que, pour toute devise, on gravât sur ma pierre tombale ces simples mots d'Ilexit Veritatem. C'est pourquoi il m'était impossible d'admettre qu'en cette heure des suprêmes adieux, où tout homme a pour devoir de se résumer soi-même, aucun appel fut fait en mon nom aux effusions d'une orthodoxie dont je ne reconnais point le credo. Il me serait plus odieux encore que dans cet acte de probité, personne put rien voir qui ressemblât à un lâche reniement. J'affirme donc, s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, que je n'ai jamais songé à m'en défendre, ni trouvé aucun motif d'être tenté de le faire. Dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de mes meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter? C'est un peu long, mais je continue quand même. Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité prétendument raciale, je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et très simplement français, attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà longue, nourrie de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité d'en concevoir un autre où je puisse respirer à l'aise. Je l'ai toujours aimé, je l'ai beaucoup aimé et servi de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de juif mit à ces sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a pas été donné de mourir pour la France. Du moins puis-je, en toute sincérité, me rendre ce témoignage. Je meurs comme j'ai vécu en bon français. Et Marc Bloch demande ensuite qu'on lise, si je me souviens bien, ces citations militaires sur sa tombe, en lieu et place, finalement, du Kaddish. Et je trouve ça extrêmement parlant, puisque finalement, c'est son patriotisme, et on en revient aussi aux raisons pour lesquelles la présidence de la République française aujourd'hui le met en avant. Ce patriotisme fervent qui est le sien est évidemment confronté à ce rejet finalement antisémite de la part de l'État français. Bloch, comme il est très représentatif à cet égard d'autres juifs parfaitement intégrés dans la société française, et d'autant plus français qu'il sait, et il le dit souvent, que c'est la Révolution française en 1791 qui a fait de ses ancêtres des juifs des Français à part entière. Des citoyens, oui, oui. Mais sur sa qualité de combattant, si on ajoute la résistance, qui est une guerre irrégulière, ça fait quand même un triple combattant, puisqu'il a fait les deux guerres mondiales. Il s'est porté volontaire pour la deuxième, alors qu'il n'était pas mobilisable. Et là encore, il y a une forme de volontariat chez les clandestins que de vouloir se battre. Et l'antisémitisme fait partie de ces raisons, même si je ne pense pas que c'est la principale motivation. Mais c'est à partir du moment où vous êtes exclu
d'une communauté nationale qui est censée être refondée. Moi, j'ai été frappée dans ses lettres. Il écrit à Lucien Febvre, je me sens inutile. Et là, il trouve sa place comme combattant de l'ombre, si je veux dire, dans une armée irrégulière, et qui est donc son ultime combat. Oui, et je voudrais juste rajouter, pour prolonger ce que tu disais à l'instant sur la relation à la Révolution. C'est-à-dire qu'on dit France, nation, être français, mais c'est la France et la République qui sont indissociables, je pense, dans son esprit. C'est vraiment fondamental, parce que c'est à la fois un héritage familial, cet attachement à la Révolution et à la République, parce que c'est effectivement le régime qui a promu l'émancipation des Juifs et donc l'égalité, l'intégration, la citoyenneté, l'égalité. Et finalement, c'est refondé par le choix que fait sa famille en 1871 d'opter depuis l'Alsace pour la France, parce que rester en Allemagne, c'est subir encore une forme de discrimination. Il faut expliquer que c'est le moment où l'Alsace-Lorraine passe à l'Allemagne et où les habitants ont le choix entre les deux, et le statut des Juifs n'est pas le même des deux côtés. C'est-à-dire que donc ils vont opter, comme on dit, pour la France, choisir la France, parce que c'est la République et qu'elle garantit cette égalité. Et c'est refondé par l'affaire Dreyfus, parce qu'on sait que dans le milieu de son père, il baignait dans cette affaire, dans ce milieu dreyfusard lié à l'école normale supérieure, d'une certaine manière. Ensuite, jusqu'à ce testament, en fait, c'est indissociablement, je dirais, l'attachement à la nation et à la République, qui est au cœur, je trouve, de ses engagements. Si je peux ajouter quelque chose, la résistance est un moment aussi de refondation, parce que la référence à la Révolution française est très importante dans la plupart des écrits des résistants, et pas forcément parce qu'ils sont très à gauche, ils peuvent même être très nationalistes, mais en fait, ils reconnaissent dans le moment de la Révolution française la fondation de la République, auquel ils sont très attachés. Et d'ailleurs, beaucoup de programmes, de déclarations programmatiques de chefs de combat, par exemple, comme Henri Freinet, qui était un ancien militaire d'Active, qui dit, mais voilà, la tâche, l'objectif de la résistance, c'est de compléter la Révolution française, c'est-à-dire qu'il n'a pas été jusqu'au bout. Et donc, on se met dans ce sillage, dans le logos résistant, la Révolution française, 1789, est très présent. Oui, et puis Marc Bloch était pleinement engagé là-dedans. Il disait bien, nous avons une nouvelle France à refonder. Et puis, il a participé au programme de la Libération. Il a notamment écrit une réforme de l'enseignement qui est absolument incroyable, où il propose la suppression des grandes écoles, il s'érige contre la pédagogie à l'ancienne, le bachotage, il faut redonner des moyens à l'université. Il faut cultiver l'esprit critique. Il souligne beaucoup ça. L'esprit critique. Il déplore l'académisme, il revient à plusieurs reprises. Et en fait, dans son analyse des causes de la défaite, il y a ce conformisme, notamment au sein de l'université. Oui, absolument. De formatage, on dirait aujourd'hui. Et je dirais, il s'est au fond radicalisé au fur et à mesure, je dirais. Bon, bien sûr, il avait des opinions politiques, quoi qu'on on dise, il faisait pas trop de politique, mais enfin quand même en 1909, il s'était engagé dans un groupe d'études socialistes en revenant. Créé par certains de ses condisciples de l'école normale, et donc il était affilié directement à la SFIO, chose qu'il n'a pas ensuite poursuivi, mais c'était aussi un homme de gauche. C'était un antifasciste, un antifranquiste, un antinazi, un républicain, patriote. En 1934, il signe le manifeste aux travailleurs, l'appel aux travailleurs, qui fondent le comité de vigilance antifasciste. Il participe, tu y faisais allusion, très activement à l'élaboration des perspectives au moment de la libération. Il a été arrêté en mars 1944. Il rentre, semble-t-il, dans la résistance courant 1941. Et une partie du travail, bien sûr, il y a les opérations clandestines, mais il y a aussi la réflexion, la mobilisation autour de la nouvelle France, de la France future, précisément. Avec, et ça, vous le soulignez bien, en tête, ces idéaux de la Révolution française qui servent d'abord aussi à s'opposer à ceux qui se disent les réalistes. Puisque comme dans toutes les époques, il y a des gens qui disent, bon, de toute façon, vu la situation, on est écrasé militairement, le maquis, c'est pour les adolescents, il faut être adulte et ça sert à rien de s'opposer. Marc Bloch, qui est
un quinquagénaire professeur à la Sorbonne, a un discours, tu parlais de radicalisation, c'est Laurent Douzou aussi, qui a souligné à quel point on le voit se radicaliser quand on lit les textes au fil du temps, de mois en mois, a une position tout à fait inverse, et notamment portée justement par ces valeurs de la Révolution française, dont il ne faut pas oublier que la Révolution nationale, dans la lignée de l'extrême droite nationaliste de l'entre-deux-guerres, dans la lignée du maurassisme, veut les remettre en cause. Finalement, la défaite provoque, comme a dit Maurras, une divine surprise, parce qu'elle permet, même si elle est regrettable au plan national, elle permet d'en finir avec la République, d'en finir avec les valeurs de la Révolution française et de mettre en place un régime anti-moderne et fascisant. Oui, la divine surprise, c'est la disparition de la gueuse. La République. La République est mise en congé, enfin entre parenthèses. Et la Révolution nationale, en réalité, projette une sorte d'avenir à l'envers. C'est-à-dire que ce serait un retour à une France pré-industrielle, une France des communautés, une France du corporatisme. Pétain dit qu'il faut éliminer la lutte des classes, c'est-à-dire éliminer les classes en réalité, et éliminer les syndicats, éliminer la liberté syndicale, ce qui est fait d'ailleurs. Mais donc, dans la France du maréchal, c'est la France des clochers, l'imagerie est claire, avec des champs bien cultivés, l'église au milieu. La terre ne ment pas. La terre ne ment pas, mais c'est une France pré-industrielle, rurale, très catholique, et qui est paternaliste. Et conçue comme un corps. Évidemment, pour les résistances, ça ne peut pas marcher. Et avec une conception organique, chacun à sa place. Oui, dans les hiérarchies naturelles. C'est ça. C'est ça. Alors, quand on connaît tout l'intérêt de Marc Bloch, notamment pour les classes sociales, sa réflexion sur ce qui détermine l'appartenance aux classes sociales. Alors, il est marxien, il n'est pas marxiste, c'est-à-dire qu'il n'est pas favorable à la lutte des classes, mais il considère que Marx est un très grand historien. Il l'appelle le barbu, d'ailleurs. Le grand barbu, le vieux barbu. Mais c'est un grand philosophe, Marx, oui. Et pour Bloch, c'est une référence très importante, même si, politiquement, Bloch est favorable à la concorde entre les classes. C'est-à-dire qu'il ne dénie pas leur existence, comme peut le faire l'extrême droite nationaliste, mais il n'est pas communiste, même si, dans le fil de la résistance, il va évidemment travailler avec des communistes. Il y a des contacts, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce manifeste de Montpellier auquel il a participé, par exemple, il y a toute une réflexion sur l'équilibre à trouver entre ce qu'ils appellent à l'époque les deux totalitarismes. Pour Bloch, le nazisme et le stalinisme sont l'un et l'autre à rejeter. Il faut trouver une voie qui trouve le bon équilibre entre la personne, dit-il, et la communauté. Alors, c'est pas seulement sa réflexion à lui, mais il est, disons, dans ce courant de pensée. De toute façon, la résistance, c'est quelque chose de très syncrétique. Donc, c'est un humanisme fondé sur le respect de la dignité de la personne. Ça, c'est dans tous les programmes de toutes les résistances européennes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, comme disait Jean-Pierre Azéma, la résistance, c'est un réflexe, est une réflexion. Et la réflexion, on pourrait l'appeler une utopie planificatrice, c'est comme ça que je l'appelle, mais parce que les réalistes, c'est les collaborationnistes en fait. Et Pierre Laval dit « je suis réaliste ». Donc je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, partout s'installerait le bolchevisme. Je pense qu'il a perdu la vie avec cette phrase, je pense, en juin 1942. Je pense que ça n'a pas été pardonné. Rajouter un élément, puisque cette panthéonisation... pour moi, est une sacrée aventure parce que vous, historiens, vous travaillez beaucoup, vous confrontez, c'est très très bien, et puis vous faites des découvertes. Et là, j'en ai une vraiment très récente qui date d'il y a une dizaine de jours, pas plus. C'est parti d'un collège de Loupian à Montpellier, près de Montpellier. Les collégiens avaient décidé de faire un travail sur Marc Bloch, la résistance à Montpellier, et puis se sont aperçus qu'il n'y avait pas seulement Marc Bloch, mais notamment mon père et Étienne, qui étaient déjà résistants, étaient dans les groupes francs combat. Donc les deux aînés parmi les enfants de Marc Bloch. Voilà. Et les collégiens ont commencé à s'intéresser, aidés par un historien de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait un travail extraordinaire. Et ils ont commencé à travailler en fait sur le parcours de mon père. Et mon père était lycéen à Montpellier et ils ont appris que, non seulement il distribuait des tracts et écrivait des slogans anti-nazis notamment sur l'aqueduc de Montpellier, mais il a posé des bombes
contre des regroupements de collaborateurs et miliciens, donc à 19 ans. Et ensuite, c'est ce qu'ils il appelaient des a kermesses. été envoyé... Des kermesses. C'est ce qu'ils appelaient des kermesses. Oui, C'est quand ils faisaient sauter des officines collaborationnistes en même temps dans plusieurs villes de zone sud. Voilà. Mais bon, moi, je ne savais pas, et je pense que c'était pas... On ne savait pas qu'il avait été jusque-là. On savait qu'il avait participé aux côtés de son père. Donc, Marc Bloch était forcément au courant de ce que son fils faisait. Et ensuite, mon père et Étienne donc, ont été envoyés par Marc Bloch, qui craignait un peu qu'il ne soit raflé, en Algérie. Et en passant par ce qu'ils appelaient à l'époque les chemins de la liberté, à travers les Pyrénées, l'Espagne, pour rejoindre Alger. Ils se sont fait dénoncer, ils ont été pris par les franquistes et emprisonnés plusieurs mois à Barcelone. Et ensuite, donc, mon père, toujours sur les instructions de Marc Bloch, a prétendu qu'il était néo-zélandais, pays neutre, et puis il a simulé une sclérose en plaques, et donc il a été évacué sanitaire. Arrivé à Alger, De Gaulle a considéré qu'il était trop jeune pour l'incorporer dans l'armée, tandis que Étienne, qui était un peu plus âgé, a rejoint la 2e DB du général Leclerc. Et il a envoyé mon père à Londres, intégrer le BCRA, qui était le service de renseignement de la France libre. Et en arrivant à Londres, le BCRA lui a fait passer un interrogatoire, ce qui était normal. Et cet historien a retrouvé la copie de l'interrogatoire qui date d'octobre 1943. Et dans cet interrogatoire, donc, il dit qu'il a fait des actes de sabotage et il dit « Mon père appartenait à une organisation différente de la mienne ». Et donc, cela veut dire, c'est la première trace que nous avons du fait que Marc Bloch serait entré dans la résistance active, la résistance émergente, mais active, dès Montpellier. Peut-être pas seulement dans le cercle de discussion, mais beaucoup plus avant. Ça permet de dater, c'est très bien. Voilà, c'est un début. Parce que maintenant, c'est à vous de faire le travail. Il y a cet historien qui continue et qui a trouvé beaucoup d'archives, mais disons que c'est à vous maintenant d'aller un peu plus loin pour avoir des éléments concrets. Il faut rappeler qu'après avoir été donc limogé, enfin privé de sa chaire en Sorbonne, Marc Bloch a été rattaché à l'université de Strasbourg, replié à Clermont-Ferrand. Tout en étant dégradé comme simple chargé de cours. C'est ça, il s'est retrouvé tout à coup simple chargé de cours. Il n'avait pas le droit de faire de cours en public, j'ai pas bien parce compris. Que juif. Et il est tombé sur fiche. Il a finalement il a demandé à aller à Montpellier parce que son épouse était malade, et c'était plus simple. Et sur place, il s'est trouvé en but au pétainisme et à l'antisémitisme, en particulier d'un médiéviste de Montpellier, ce qui finalement l'a conduit très rapidement à prendre sa retraite anticipée. Il est exempté du statut, mais il continue à être persécuté. Grâce à Jérôme Carcopino et aux amis de son père. Les Allemands ne veulent pas que ces professeurs exemptés exercent en zone nord. Donc ils vont en zone sud avec l'autorisation de Carcopino. Et lui demande, c'est vrai, de quitter Clermont-Ferrand, qui est un peu austère et froide, pour Montpellier. Mais entre le moment où il s'installe à Montpellier et donc il y a quand même des petites vexations locales, si j'ai bien compris. Des grosses vexations locales. Oui, entre-temps, après le débarquement en Afrique du Nord et l'invasion de la zone sud par la Wehrmacht en novembre 1942, en fait, il n'y a pas d'autre choix que de lui proposer une retraite anticipée. Et c'est comme ça que l'exemption n'empêche pas la persécution. Il faut rappeler aussi qu'à un moment donné, l'hypothèse a été faite de partir aux États-Unis. Et des démarches ont commencé à être entreprises, mais pour toute une série de raisons, mais notamment parce que ses 2 fils aînés ne pouvaient pas quitter le territoire. Et sa mère était très malade. Et puis parce que sa mère... Mais après, sa mère est morte à 41. Voilà. Il aurait pu partir, mais il y renonce définitivement parce que, notamment, il ne pouvait pas partir avec ses fils puisque Vichy interdisait le départ des jeunes hommes. Exactement, parce qu'ils étaient censés être dans la classe mobilisable. Alors, ce qui est infernal sous ce régime dit État français, c'est
c'est la quantité d'interdictions, de lois, de modifications. Ce qui fait que, en fait, toute personne persécutée veut être dans une situation légale et ne peut pas, parce que la loi continue en fait à empêcher les diverses catégories tout simplement d'exister, et qu'il faut suivre en fait. Et d'où, je pense, une atmosphère très anxiogène de ne pas savoir, parce qu'en fait aujourd'hui on se dit mais pourquoi ils se sont tous fait recenser ? Ben oui, mais ils voulaient être en règle avec la loi. Et puis si on ne l'était pas, on prenait aussi de gros risques, on se retrouvait en infraction. La loi a été dévoyée, donc comment être en règle avec une loi dévoyée ? Et alors, à partir de sa mise à la retraite forcée, Bloch donc, ne quitte pas la France. Au lieu de rester tranquillement dans la Creuse, dans la maison de famille, à attendre des jours meilleurs, donc, il s'engage très activement dans la résistance. On a souvent, notamment grâce à un texte célèbre de Georges Canguilhem, mis en relation l'engagement dans la résistance de Cavaillès avec son travail de mathématicien. Et on disait, il a été résistant parce qu'il était mathématicien, pour des raisons de logique, presque des raisons professionnelles. Que dire du travail d'historien de Bloch ? Là, je me tourne en particulier vers Florian. Tu as rédigé dans le livre du Seuil un chapitre qui s'appelle « Le Moyen-Âge ou le champ ouvert des expériences historiennes », qui fait une synthèse finalement de l'apport aux connaissances, mais aussi aux problématiques et à la méthodologie de la part de Bloch. Bien sûr, on pense à l'apologie pour l'histoire à cet égard, mais aussi, tu reviens, sur l'ensemble de son œuvre et sur l'ensemble de ses apports liés à son refus, finalement, du conformisme et de l'académisme. Oui, alors c'est très clair qu'il y a... Moi, je suis assez, févriste sur ce point de vue, sur Marc Bloch, très unitaire. C'est-à-dire, je pense que le témoignage de Fèvre au sortir de la guerre disant « il n'y a qu'un Bloch », plus je fréquente l'œuvre de Bloch, plus je suis fasciné par justement cette forme d'unité qui n'implique pas forcément, bien sûr, du tout qu'il n'y ait pas d'enrichissement au cours de sa vie et de sa carrière, bien sûr, hein, mais où il y a des jalons qui sont posés très tôt dans son rapport à l'histoire, dans les enjeux méthodologiques qu'il veut mettre en œuvre et porter au-delà de sa propre œuvre à l'ensemble de la discipline, et finalement ses engagements multiples et variés à tous les niveaux. Et c'est vrai que aujourd'hui, comme tout travail d'histoire, un siècle après, je dirais, énormément d'éléments factuels, ou en tout cas des éléments positifs du travail de Marc Bloch sont en quelque sorte périmé ou obsolète, parce que c'est le processus historiographique. En revanche, sur les fondements méthodologiques de son œuvre, je pense que dès le début, il a eu des idées assez claires qui se sont forgées dès les années 1900-1910, qu'il a approfondi, je dirais, au cours de sa carrière d'historien, mais qu'il n'a jamais dévié. Et un des petits signes les plus évidents, c'est que justement, quand on parle de l'apologie, donc c'est ce texte vraiment inachevé, rédigé en grande partie justement dans la clandestinité et la résistance, publié après-guerre par Lucien Fèvre sous une forme en partie recomposée en 1949. Il va y avoir l'édition d'une nouvelle version bientôt. Voilà, il va y avoir la traduction de la nouvelle édition proposée par un collègue italien il y a 2 ans déjà, qui devrait, je pense, se substituer à celle de Lucien Fèvre par sa rigueur, je dirais, scientifique. Mais en tout cas, ce qui est frappant quand on le lit, même dans la version, je dirais, de Lucien Fèvre, c'est à quel point ce texte est parsemé non seulement d'exemples, mais de reprises méthodologiques, d'éléments qui sont qu'on trouve dans toute son œuvre. Depuis ses carnets de jeunesse des années 1905-1906, en passant par sa thèse Roi et Serf, les rois thaumaturges, toute une série d'articles des années 20-30, et jusqu'aux caractères originaux, puis l'histoire rurale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion historique. Donc pour moi, ça, c'est fondamental. Et alors effectivement, ce qui est au cœur de sa démarche, moi, ce que je trouve admirable, c'est qu'en fait, il arrive à concilier des formes de fidélité avec ses maîtres et avec l'école méthodique, plus que qu'il ne le dit lui-même explicitement, en fait, à certains moments, et plus que Lucien Fèvre, et plus que ce qu'on attribue généralement on va dire, au groupe des Annales, en tout cas même au couple Marc Bloch-Lucien Fèvre des années 30, il a une forme de fidélité, en particulier avec ce culte de la vérité. On l'a dit tout à l'heure, Dilexit Veritatem, cette formule latine qu'il veut sur sa tombe, elle lui vient d'Ernest Renan. Il se sent, malgré tout, je pense sincèrement, vraiment, à de multiples reprises, en vraie continuité intellectuelle avec les grands méthodistes. Gabriel Monod, fondateur de la Revue historique. Dans les années 30, il publie beaucoup aux Annales, mais il publie aussi à la Revue historique des articles et des comptes rendus. Et donc cette exigence de vérité assise sur ce qu'il appelle aussi l'atelier de l'historien, c'est-à-dire des règles méthodologiques, méthodiques, notamment de critique documentaire,
on y vient, sont un héritage de l'école méthodique qu'il fait fructifier. Il ne renie pas. Il ne cède en rien, c'est l'érudition. Et d'ailleurs, il y a quand même un indice dans son œuvre aussi, c'est son culte là-dessus, son culte de Fustel de Coulanges. Complètement. Mais alors Fustel, il a l'avantage pour lui, justement, de représenter une sorte de mixte entre cet héritage méthodique et, bien sûr aussi la passion nationale, on va dire, qui est aussi présente dans la trajectoire personnelle de Fustel de Coulanges, et la novation. Parce que Fustel de Coulanges est perçu par Gustave Bloch déjà, donc le père de Marc, historien de l'Antiquité, et dont Marc considère que c'est son premier maître, auquel il dédie d'ailleurs les rois thaumaturges. Donc Fustel de Coulanges, c'est leur maître, et c'est leur maître en tant qu'il est le premier, disent-ils, à avoir commencé à célébrer les noces de l'histoire et de la sociologie. C'est-à-dire, c'est par le renouvellement de l'histoire avec les sciences sociales émergentes, et parmi celles-ci, on va dire ce qu'on appelle assez vite, à partir des années 1900-1910, la sociologie, ce qu'on appellera plus tard l'anthropologie, qu'il trouve des leviers de rénovation de l'histoire. Et finalement, donc, c'est ce qui lui permet d'associer des formes de règles critiques, méthodiques, très fortes, héritées et un goût pour le document aussi, parce que je pense que son goût pour les périodes anciennes est lié aussi à une forme hérité de son père, qui était de nouveau antiquisant, d'appétence pour une forme à la fois de rareté et d'altérité qu'il trouve plus dans les périodes anciennes, ce qui ne l'empêche pas du tout après de faire de l'histoire au long cours, mais qui est son lieu, on pourrait dire, de départ, et qu'il peut, je pense, vraiment féconder grâce à cette critique historique. Cette critique historique qui est au cœur du premier discours un peu public qu'il fait en 1914 à ses étudiants, enfin ses élèves du lycée d'Amiens, quand il associe... et quand il associe critique documentaire qui est au cœur du travail du chercheur et critique du témoignage qui est au cœur en quelque sorte de la vie civique. Qui doit être Et finalement, l'un nourrissant l'autre, et dans une forme de circularité perpétuelle, finalement, qui fonde à la fois Marc Bloch en tant qu'enseignant, en tant que chercheur et en tant que citoyen engagé. Et donc la rénovation de l'histoire, on voit très bien à quel point elle est donc liée à une forme quand même de conception globale, on pourrait dire, de la vie. Et d'ailleurs, la vie est un thème. La vie, retrouver la vie. Ouais. C'est quelque chose qui revient toujours chez lui. Tout à fait. Il parle finalement de la métaphore fameuse de l'ogre historien qui a besoin de chair, dont la chair humaine est le gibier. La fameuse anecdote du congrès d'Oslo où il se rend en 1928 avec Henri Pirenne et qu'au moment où ils arrivent dans la ville d'Oslo, au lieu d'aller justement au musée, où Henri Pirenne lui dit non, moi j'ai appris qu'il y avait un nouvel hôtel de ville qui venait d'être fait. J'ai envie de le voir parce que moi je suis un historien, j'aime la vie, je suis pas un antiquaire. Et Bloch le raconte cette anecdote et y adhère pleinement. Donc on voit très bien qu'effectivement la vie, c'est à la fois la vie qu'on mène, les expériences, c'est pour ça que j'ai tenu à ce terme d'expérience dans le titre, parce qu'ils nouent ensemble justement des formes d'expérimentation savante, au contact du document et de la critique documentaire, et des formes d'expérience existentielle qui renvoient à la fois à son expérience de combattant, à son expérience d'enseignant, à son expérience d'Européen. Donc je dirais que c'est la novation, et la novation, très tôt, il a des petites formules dans ses carnets, il dit finalement, on va oublier l'événement, on va le remplacer par le phénomène. On va laisser en lisière le récit, on va le remplacer par la méthode analytique. Et le problème, et donc le problème. Et là, on est dès avant 1914. Et donc là, je pense, l'histoire problème, qui est une formule de Lucien Febvre, c'est clairement la dynamique matricielle de Bloch. Dans tous ces travaux. Il vous a légué les questions. Mais complètement. Tout à fait. Et donc, moi qui ne suis pas historienne, je vous dis, vous alléguez ça. Les réponses peuvent être obsolètes, la reprendre toujours. Ça, mais la façon de poser les questions, l'histoire, problème. Le questionnement, et c'est pour ça que vous pouvez travailler, et pour ça qu'il est d'actualité. Qu'il est resté si important. Pour moi, il y a 3 socles qui restent majeurs. Il y a cette idée d'histoire-problème, c'est-à-dire tout part d'un problème, et finalement, les documents qu'on va étudier et la période qu'on va étudier découlent et sont déduits du problème que l'on pose. Et c'est en ce sens-là qu'il peut s'originer. Et non pas la discipline. C'est ça. C'est pour ça qu'il peut s'originer dans le Moyen-Âge par goût et par appétence et par compétence, puisqu'il a acquis une compétence spécifique de médiéviste. Mais en même temps, il ne va pas du tout se laisser enfermer dans la période médiévale, puisque c'est quand il s'intéresse à un problème comme le servage ou l'esclavage, il remonte à l'Antiquité, puisque au cœur du problème pour lui, il y a le passage d'une société esclavagiste à une société qui ne l'est plus, et pourtant il y a des formes de servitude. Quelles sont ces formes de servitude? Pourquoi on a abandonné l'esclavage? Enfin voilà. Et finalement, c'est ça qui va lui définir à la fois ses sources et son segment chronologique. Et tout va faire document dans ce cadre. Et tout va faire document. C'est-à-dire qu'après, le deuxième levier, pour moi, il fait de l'histoire totale.
C'est-à-dire que d'abord, Histoire totale par ses objets, c'est incroyable la curiosité qu'il a. C'est-à-dire que là, on vient d'évoquer une histoire un peu classique, la liberté, le servage, c'est de l'histoire qui peut paraître institutionnelle au départ, même si lui, il en fait une histoire sociale générale, mais en revanche, il s'intéresse à tout, à des objets qui étaient à l'époque traditionnellement appropriés par l'histoire de l'art, par les géographes, l'histoire des campagnes, les folkloristes, et finalement, il fait vraiment, tout peut être objet d'histoire, et à partir de ce moment-là, tout document peut faire archive. Et effectivement, un des éléments de sa novation historienne, clairement, c'est de sortir du seul matériau classique des historiens méthodiques, pour le coup, qui était l'archive, pour l'essentiel, pour aller vers l'archéologie, vers l'histoire de l'art, la monumentalité, l'architecture, par exemple, pour aller vers même des sources modernes et contemporaines, qu'il va mobiliser dans le cadre de la méthode dite régressive pour remonter le temps, comme les plans et cartes d'Ancien Régime, comme même la photographie aérienne, dont il a sans doute été sensibilisé au cours de la Première Guerre mondiale et qui va mobiliser dans les caractères originaux parce que lui permet un plan fixe qu'il peut comparer avec le parcellaire moderne et ensuite remonter encore le temps vers les documents plus classiques du médiéviste que sont les chartes et diplômes. Donc il y a cet énorme renouvellement du champ documentaire. Et puis il y a, et là on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur les classes sociales, il y a cette conviction qu'on peut pas on peut pas segmenter des champs de l'histoire. C'est-à-dire que au cœur de sa définition des classes sociales, il nous dit finalement il y a des conditions socio-économiques, c'est la piste marxiste, mais il y a aussi finalement des imaginaires sociaux et ce qu'on pourrait dire des formes de sociabilité, des expériences sociales. Et pour définir vraiment ce qu'est une classe sociale, on ne peut pas faire l'impasse sur l'un ou l'autre. C'est ce qu'il appelle aussi, à notre moment, les inextricables liaisons entre structure sociale et structure mentale. Et c'est à ce titre-là qu'il n'est pas marxiste au sens matérialiste historique, parce qu'il ne pourrait pas hiérarchiser comme le fait Marx, on va dire, les déterminants qui fondent, par exemple, une classe sociale sur le rapport aux moyens de production. Voilà, pour lui, c'est réducteur. Mais finalement, dans un sens plutôt gramscien. C'est-à-dire que ce qui prime pour lui, c'est l'idée que les hommes se font de leur propre hiérarchie. Exactement. Et ça participe de la constitution de la classe. Voilà. C'est ça. La classe, c'est aussi la conscience de classe, vraiment. Il y a un facteur mentalité, il y a un facteur psychologie collective, et cette ouverture d'esprit, cette volonté totalisante qui est la sienne de retrouver la vie aussi, de comprendre le développement de la vie, elle passe, on en a peu parlé jusqu'ici, par ce qui est considéré aujourd'hui comme un moment fondateur de l'histoire des mentalités. Oui, complètement. Ou de l'anthropologie historique d'ailleurs. À travers, là encore, je crois que c'est Jean Stengers, entre autres, qui avait insisté là-dessus, historien belge, dans un texte d'hommage à Bloch, à travers, au départ, une expérience personnelle, celle des tranchées et celle des fausses nouvelles. Oui, alors je dirais qu'il est allé même jusqu'au bout en faisant de lui-même un objet d'histoire. Avec, bien sûr, aussi l'analyse dans les tranches des faits. Oui. Voilà. Oui. Et même déjà dans les fausses nouvelles, puisqu'il dit dans les fausses nouvelles, il rapporte la fausse nouvelle qui est celle des pseudo 5e colonne allemande qui aurait été infiltrée derrière. Mais à un moment, il en évoque une autre. Il évoque la fausse nouvelle que les Russes auraient bombardé Berlin et il dit « j'ai été à 2 doigts d'y croire ». Parce qu'en fait, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il comprend comment on peut croire à quelque chose d'erroné lorsque des conditions sont réunies, en l'occurrence pour lui, des conditions finalement psychologiques et mentales qu'il avait envie. Oui, qu'il avait envie que les Russes aient bombardé Berlin. Oui, il explique que pour qu'une idée fausse triomphe, il faut que la conscience collective en ait besoin, qu'elle soit attendue au fond. Qu'on soit prêt. Alors, c'est vrai que c'est fascinant cette manière de se faire soi-même objet d'histoire et même de produire une source. Les tranches des fêtes, c'est une mise en abîme incroyable. Il produit une source, et d'ailleurs, il commence par, quand il fait déposition d'un vaincu, par donner des clés de lecture pour celui qui viendrait exercer la critique du témoignage sur son témoignage, pour pouvoir bien situer l'auteur. Enfin, c'est quelque chose d'assez fascinant. Si on revient, et on ne pourra pas être trop long ensuite, mais sur ce fameux article, qui est reparu en petit livre à part, d'ailleurs, dans les années 90, et qui est encore disponible sous forme de petit opuscule aux éditions Alia, qui s'appelle « Réflexion d'un historien sur les fausses nouvelles de la guerre ». Carlo Ginzburg, notamment dans sa préface à la traduction italienne des Rois thaumaturges en 1973, du premier grand livre d'histoire des mentalités, donc de Marc Bloch, souligne le lien avec cet article de 1921 issu de l'expérience du soldat Bloch dans les tranchées. Bloch identifie finalement les idées, et notamment les idées fausses, ce qu'il appelle les erreurs collectives, comme des objets d'histoire et comme des révélateurs d'une nécessité sociale d'une société. Autrement dit, il est celui qui, au fond, fait accéder l'imaginaire au statut d'objet historique. Et de fait social.
Et pour le coup, là, il est, pour moi, là, il est, il est durkheimien. Enfin, je veux dire, il est sociologue. C'est-à-dire que là, il considère finalement que les faits de mentalité sont des faits sociaux et il se l'approprie en histoire. Ce qui est encore plus fascinant peut-être, c'est que non seulement il est riche donc ses fausses croyances ou ses en objet d'histoire, mais donc c'est un objet d'histoire positif. C'est pas pour discriminer le vrai du faux et écarter le mensonge pour se concentrer exclusivement sur la vérité, comme on pourrait le croire, comme les méthodiques le faisaient. C'est qu'il introduit finalement le faux et la rumeur dans finalement le corpus des problèmes de l'historien. Et il en fait un objet positif et un fait social général et pas uniquement en plus une anecdote. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il le fait aussi dans un aller-retour avec la période médiévale. C'est-à-dire que souvent, et à la suite de Ginsburg, parce que Ginsburg c'est une autorité, donc voilà, à mon avis, on simplifie un peu la généalogie, c'est-à-dire qu'on part de son expérience de combattant et puis on la décline vers l'article, puis ensuite on la généralise avec les rois thaumaturges. Mais en fait, quand on regarde l'article des Fausses Nouvelles, le tout début, l'introduction, il évoque 3 rumeurs médiévales. Il évoque une rumeur liée à la biographie de Bernard de Clairvaux, il évoque une rumeur liée à Jeanne d'Arc, si mes souvenirs sont bons, et une rumeur liée donc au mythe de la sorcellerie associée à Jeanne d'Arc, et puis une troisième dont j'ai oublié le nom. Et il dit finalement, il part de ces rumeurs médiévales qu'il connaissait donc déjà. C'est en tant qu'historien médiéviste qu'il est en quelque sorte sensibilisé dans les tranchées à l'intérêt de la rumeur contemporaine. Et d'ailleurs, il dit, mais finalement, on est revenu au Moyen-Âge. C'est-à-dire que, en fait, il lit l'événement de la rumeur de guerre à la lumière de son expérience médiéviste, puis ensuite il revient. C'est un peu les mêmes, parce que les communications sont difficiles. C'est ça. Il élabore toute une série de critères, et puis il dit finalement... Et donc c'est un jeu d'aller-retour, parce qu'au bout du compte, c'est pas uniquement en quelque sorte l'expérience des tranchées qui a nourri le roi thaumaturge, pour faire vite, c'est son expérience d'historien médiéviste qui le rend sensible aux rumeurs, qui elle-même finalement débouche sur une analyse contemporaine de la rumeur, qui va renourrir un travail d'historien médiéviste dans les rois thaumaturges. Donc c'est complètement circulaire, et c'est ça qui est très fécondant. Pour ceux qui connaissent pas forcément les rois thaumaturges, de cette expérience, donc de cet intérêt qu'il avait déjà dans son discours de 1914 auquel on faisait allusion tout à l'heure, puisqu'il disait déjà aux lycéens les idées fausses ou les choses dans des romans de chevalerie dont on sait qu'elles sont fausses. Certes, elles ne nous apprennent rien des faits ou des événements, mais elles ont d'autres choses à nous apprendre. Et en fait, il y a une vérité des légendes qui nous permet, si on essaie de comprendre pourquoi ces légendes étaient nécessaires, de saisir des choses. À partir de son constat de la puissance des fausses nouvelles dans les tranchées, il va quand même en arriver à prendre pour objet d'histoire, au moment de faire l'histoire de la royauté sacrée, non pas le sacre, non pas la théologie politique, mais la croyance collective au pouvoir miraculeux que le roi était censé acquérir avec le sacre, pouvoir spécifique au roi de France et d'Angleterre, de guérir les écrouelles. Et il en arrive à partir de ce trait d'imaginaire, en disant certes c'est une erreur collective, mais elle a eu sa nécessité, elle a quelque chose à nous révéler, à faire une histoire de la royauté comme structure portante de l'histoire politique de l'Occident. Et d'ailleurs désigne son livre, qui est donc quand même l'histoire de cette croyance au pouvoir miraculeux, comme la vraie histoire politique de l'Europe. L'histoire au sens vrai et plein du mot. Et on voit bien comment il y a un aller-retour entre la vie et l'innovation historiographique. Si je peux me permettre, les rois thaumaturges ressortent, là, viennent de sortir un livre de poche, folio chez Gallimard, avec une nouvelle préface de Carlo Ginzburg. Qui a été le grand passeur, avec Jacques Le Goff, parce que l'auteur du retour de l'œuvre de Bloch. Le paradoxe quand on liste comme ça finalement tous les apports méthodologiques de Bloch qui ont été finalement ils ont été intégrés à ce qu'après-guerre, après la Deuxième Guerre, on a appelé l'école des Annales, donc ils ont été dilués en quelque sorte dans l'ensemble, on va dire, des apports portés à la fois par Lucien Febvre et par Marc Bloch et par la revue des Annales des années 30. Le grand paradoxe, c'est que l'œuvre de médiéviste, elle est oubliée effectivement jusqu'aux années 90, en particulier en France, et que quand on voit les rééditions, elles sont modestes, et quand on voit surtout les filiations, elles sont jamais explicites. Pour plein de raisons qui tiennent au processus historiographique lui-même, il n'a pas eu beaucoup de disciples. Il y a eu des formes aussi de substitution très rapides, parce que le fait qu'il est mort, je pense qu'il avait survécu. L'histoire médiévale d'après-guerre n'a sans doute pas été la même. C'est sûr que Georges Dubié arrive tout de suite après. Il a un succès immense très vite. Donc en fait, il y a des formes de recouvrement qui expliquent un peu ce décalage. Et puis Febvre et Brodel et Mandrou, finalement, sont les tenants de l'histoire des mentalités, mais c'est des modernistes, c'est pas des médiévistes. Oui, son héritage est quand même très il est présent. Oui. Il est présent en termes iconiques parce que c'est par ailleurs le héros quand même. C'est-à-dire que son héroïsation liée à son engagement résistant et à sa mort font qu'il est la figure vraiment iconique et tutélaire des annales. Mais c'est vrai que dans le champ spécifique de l'histoire médiévale, sa réception est finalement
assez modeste et décalé. Et surtout par rapport à l'international, où en fait, ce qui est frappant, c'est qu'en revanche, dès les années 50-60, il a une réception internationale autour notamment de la société féodale. Moi, ce qui a été une de mes grandes surprises par rapport à une enquête un jeune collègue professeur en lycée à Strasbourg a réalisée, qui a une enquête systématique sur toutes les traductions de Marc Bloch depuis oui, et qui est une enquête absolument prodigieuse et qui montre à la fois l'internationalisation de sa diffusion. Elle n'est pas déjà acquise dans les années 30 ? Non. Non, vraiment pas. Par exemple, en Allemagne, il n'est pas du tout reçu. Ah oui. Mais parce qu'aux États-Unis, il est connu. Aux États-Unis, un petit peu. C'est plus précoce. Mais... Au bout du compte, son principal rayonnement dans les années 30, c'est en Angleterre. Oui. Et puis ensuite en Amérique latine. Et après en Amérique latine, mais ça c'est après-guerre déjà, finalement. C'est déjà après-guerre. De son vivant, il n'est pas extrêmement... Le texte, L'étrange défaite, n'a jamais quitté l'historiographie on va dire de la défaite ou de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Le texte fait partie des classiques. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il a une postérité et une notoriété bien plus importante. Mais de nouveau spécifique à la France, parce que quand on voit en termes quantitatifs, la réception de l'étrange défaite à l'international est très marginale. Et donc, en fait, cette réception différenciée, elle fait que, enfin, à mon avis, elle explique qu'aujourd'hui encore, on a tout à gagner à relire, effectivement, l'œuvre de médiéviste de Marc Bloch, parce qu'on va y retrouver toute une série, finalement, de fondements de toute l'histoire intellectuelle du second XXe siècle. Enfin, en ce qui concerne, en tout cas, la production historique. Là, il y a une autre dimension, moi, j'aimerais souligner sur le côté novateur de Marc Bloch, c'est la sortie de l'histoire nationale. Parce qu'en fait, ce qu'il appelle histoire comparée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses, en fait, derrière cette expression. Il y a vraiment l'idée que... comme finalement il faut, quand on pose un problème, s'affranchir d'une chronologie a priori, il faut s'affranchir aussi d'un espace a priori. Et l'espace a priori des historiens socioprofessionnels depuis la fin du XIXe siècle, c'est le cadre national. Et il est vraiment, à ce titre-là, un militant non seulement de l'internationalisation de la profession, parce qu'il se déplace, il est polyglotte, il parle allemand, anglais, il donne des conférences à Oslo, à Cambridge, à Londres, partout où il est invité. Il est même en capacité de lire et de comprendre en tout cas certaines mêmes langues relativement rares, en particulier par exemple le hollandais. Il a fait un compte-rendu de livres de Huizinga directement depuis le hollandais, donc c'est quand même assez fascinant. Donc il a cette dynamique où il dit il faut former une corporation internationale parce que l'histoire, tout simplement, elle n'a pas à s'enraciner. Et puis ensuite, lui-même, je dirais, il la pratique dans ses objets, puisqu'il fait, pour le coup, là, de l'histoire comparée avec une méthode spécifique, lorsqu'il compare France et Angleterre pour les rois thaumaturges, lorsqu'il compare les régions françaises pour les caractères originaux, lorsque dans la société féodale, il se promène de l'Islande à la Sardaigne, en passant par l'Espagne. Bien sûr, la France et l'Allemagne en particulier occupent majoritairement les exemples qu'il va convoquer, mais vraiment, c'est une Europe féodale, et même, d'ailleurs, il s'aventure sur l'Europe centrale, l'Europe orientale, où il réfléchit au contact avec l'espace slave. Et là, c'est pour ses grandes œuvres. Mais dans tous ces articles, moi, je suis fasciné. Dans la plupart de ces articles, il y a un ressort comparatif qui lui permet, je pense, ce qui est intéressant dans cette démarche comparative, c'est qu'il la tient de la sociologie, parce que c'est ce qui lui permet de dire que l'histoire est une science, parce qu'elle peut modéliser, elle peut s'élever au-dessus du particulier et du singulier. Et à ce titre-là, pour moi, c'est structurant, et c'est pour ça que dès le départ, il fait de l'histoire comparée. Parce que pour lui, c'est le moyen de dire, bon, l'histoire, c'est pas uniquement un récit, c'est pas uniquement des narrations distrayantes, c'est une science. Et là, il y a un petit côté un peu utopiste de la fin du 19e, Khalid Ader, mais que je trouve qui est quand même encore stimulante, de dire il faut atteindre des modèles. Mais atteindre des modèles, ça ne veut pas dire réifier, parce que comme il a à côté de ça cette exigence pour la vie et la restitution de la vie, le modèle, ça lui permet de définir, on va dire, une pensée globale du problème qui l'intéresse. Puis ensuite, en revanche, il va redifférencier. Parce qu'il va bien sûr dire, le cas de l'Angleterre, c'est pas la même chose que le cas de la France. Mais la redifférenciation, elle part pas du singulier, elle part, et de la monographie, je dirais, elle part finalement d'une forme de déclinaison du modèle sous un certain nombre de formes en fonction des terrains où ce modèle se déploie. Et donc, il est à la fois international, je dirais, dans son expérience professionnelle, dans ses horizons intellectuels. Il lit beaucoup, il fait énormément de comptes rendus, mais il est aussi, je dirais, un praticien d'une histoire décloisonnée, en particulier, d'une histoire non nationale. Et sa proposition pour une chaire au Collège de France, qui n'a pas été élue en 1928, c'est pour une histoire comparée des sociétés européennes. Exactement. Il y a une richesse absolument extraordinaire à tous égards de l'œuvre de Bloch, et au fond, il est l'un des premiers en tout cas à poser
tous les problèmes auxquels les sciences sociales, les grands problèmes auxquels les sciences sociales se confrontent aujourd'hui. Alors cette œuvre majeure, elle a pris fin de manière absolument abrupte en raison de l'engagement de Marc Bloch dans la résistance. Marc Bloch, on y a fait allusion, s'était tenu à l'écart du champ politique, il n'aimait pas le champ machiavélien où la vérité justement n'a pas tellement de place, mais la stratégie politicienne est souveraine. Donc il était resté largement en retrait, mais il est rentré, au contraire, de plein pied dans le champ de la guerre quand la politique a échoué, finalement, et il est redevenu un soldat. Il meurt assassiné le 16 juin 1944 avec 29 compagnons, je crois, au bord d'un champ à Saint-Étienne. Il y a eu 2 survivants, c'est pour ça qu'il y a toujours eu une hésitation. Qui ont raconté. Saint-Didier de Formans. À Saint-Didier de Formans, dans l'Ain, à un endroit où il y avait une escarmouche entre le maquis et les Allemands peu de temps auparavant. Il y a une vague d'exécutions sommaires de prisonniers de la prison de Montluc, entre autres. Je crois qu'il y en a plus de 600 qui ont été exécutés sommairement entre avril et juin 1944, comme vous le racontez. Je voudrais qu'on termine là-dessus, qu'on revienne sur cet aspect un peu sombre de l'arrestation et de l'exécution de Marc Bloch, qui certes a été le fait de la Gestapo, mais à laquelle des Français ont collaboré activement, de même que l'État français avait été l'auteur de la politique antisémite qui a nui, comme on l'a décrit, à Marc Bloch et aux autres juifs français. Oui, il faut un peu situer son exécution dans un contexte général de franchissement de seuil de violence dans la répression, à partir du moment où la SS prend en charge la répression des résistants à partir de 1942, et plus les militaires du MBF. Et ensuite, on a des gradations avec la milice en 1943, une sorte de vengeance de part et d'autre entre résistants et miliciens. Et ensuite, il y a encore une date qui est celle du débarquement en Normandie du 6 juin. Et donc, il y a une répression avant, qui est générale, de grosses opérations dites de ratissage et de nettoyage des zones de maquis. Et ça, les unités allemandes sont des unités lourdes et des troupes spécialisées pour la guerre de montagne. Mais à partir du 6 juin, on entre dans un autre type de barbarie. Alors, reste ces règlements de compte entre miliciens et résistants. Mais là, l'assassinat de Marc Bloch tombe dans une sorte de spirale monstrueuse où on a un niveau, ce que j'appelle l'inframilice, c'est même pas la milice, c'est l'inframilice, qui sont en fait des voyous qui sont affiliés au PPF de Doriot, et qui ont un partage avec les Allemands. Ils rapportent des affaires et ils partagent à mi-fruit une partie pour les caisses du PPF et une partie pour eux et notamment leurs amis. Et donc vont de pair, traquent des résistants, on moleste des juifs, on pille des appartements juifs. Donc voilà, là on est dans le banditisme. Et donc les deux éléments cumulés font qu'il va tomber dans une affaire où, effectivement, on traque des juifs, on traque des résistants. Et ce sont des Français qui travaillent pour le compte de la Gestapo. C'est ce qu'on appelle la Gestapo française de Lyon, qui travaille pour le SD. Et c'est la bande à gueule tordue. C'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est un criminel de droit commun, en fait. Mais alors, ils seront tous jugés. Ils sont tous jugés et exécutés à la Libération. Et donc, c'est tellement monstrueux que le commissaire, qui est Yves Farge, va immédiatement engager des enquêtes pour ce qu'il appellera le mémorial de l'oppression, pour documenter ces crimes de guerre qu'on ne peut même pas compter. Donc en fait, les 600 et quelques résistants abattus parce qu'ils sont sortis de Montluc, on ne sait même pas si la liste est exhaustive. Et donc, c'est toujours des manières infamantes de faire mourir, c'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas reconnaître les corps, pas les retrouver. Et donc, ils tombent dans cette ambiance de crime, de criminalité. Et pendant un temps, on ne sait pas ce qui est devenu Marc Bloch, d'ailleurs. Il a été mitraillé par des Allemands. Oui. Dans le 16 juin, il a été emmené par la Gestapo et mitraillé par... Mais il avait été coincé, arrêté... C'est une série, ils font une série. Il avait été coincé, arrêté et torturé par des Français sous les ordres des Allemands. Il y a un voyou qui témoigne de ça dans son dossier d'instruction. Voilà. Oui, le fameux Gabi, c'est ça, je crois. Ouais. Il dit « je l'ai passé à la baignoire ». Oui, c'est ça. Beaucoup de fois.
Cette panthéonisation, donc le 23 juin prochain, c'est une occasion en or pour revenir sur la vie et sur l'œuvre de Marc Bloch, sur ce qu'elle a à nous apprendre, aussi bien pour l'histoire, pour les sciences sociales, qu'au plan de la politique. Et il y a beaucoup à trouver, je crois. Merci beaucoup, Alia Aglan, Florian Mazel, Suzette Bloch, d'être venus donc nous parler, d'essayer de donner des éléments de réponse à cette question. Pourquoi panthéoniser Marc Bloch? Je rappelle d'abord le petit dossier dont je me suis occupé, dans lequel Suzette Bloch a écrit un texte sur les ascendances juives, sur la généalogie familiale de Marc Bloch, qui est paru au Cahier d'Histoire et qui est disponible en ligne. Parce que pour les auditeurs, Julien Théry est l'organisateur d'un colloque avant l'annonce de la panthéonisation, très beau colloque sur les rois thaumaturges. Qui va bientôt paraître aussi, effectivement, en 2024. Ce livre, donc, d'Alia Aglan, La double mort de Marc Bloch, et puis cette somme que je recommande très vivement d'articles sur tous les aspects de l'itinéraire intellectuel et civique-politique de Marc Bloch. Marc Bloch, l'histoire en résistance, de Florian Mazel et Yann Potin. Et merci d'avoir suivi cet épisode d'O s'autorise à penser. Je vous rappelle que le média ne vit que de vos dons et abonnements. Rendez-vous sur la page web lemediatv.fr. À bientôt.